Radio Grand Lac à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Oui, rebonjour et bonjour à ceux qui prennent l'émission en route. Nous nous intéressons aujourd'hui au film documentaire avec moi au studio Laure Mouchetan et Patrick Vialette de la Bibliothèque Lamartine à Aix-les-Bains, Éric Sampère et Rose-Marie Loisy qui était avec nous au téléphone, mais les joies du direct ont fait que on a été coupé. En tout cas, elle me signale aussi de dire que le film La Décision, donc son film documentaire, que vous pouvez aussi trouver sur le site Tangente Distribution, est un film aussi en version sous-titrée. Chose importante à savoir. Alors maintenant, on va s'intéresser à 3 autres coups de cœur. Le film Cinéma par Yvan Attal. Alors Laure, c'est toi qui vas nous en parler. Après, on verra La face cachée de Google. Patrick nous dira pourquoi il a tant aimé ce film. Et enfin, Étoiles. Retour aussi vers Laure qui nous en parlera. Et je pourrais aussi en dire quelques mots puisque j'ai beaucoup aimé aussi. Alors mon premier coup de cœur, c'est le cinéma par Yvan Attal. Donc c'est un film qui est réalisé par Stéphane Bergugno en 2019. C'est paradoxalement, on oppose souvent le cinéma fiction, cinéma documentaire. C'est le documentaire qui parle de cinéma fiction. La raison de mon choix, c'est d'abord j'adore Yvan Attal comme acteur. On se souviendra notamment de son film Un monde sans pitié en 89 que j'avais adoré, réalisé par Éric Rochant. Et puis aussi ses films comme réalisateur, Anthony Zimmer, Le Serpent. Alors le cinéma par Yvan Attal, c'est un documentaire sur la ville cinéma qui est New York, qui est la ville la plus filmée au monde avec Paris. Et on part dans une déambulation en taxi jaune avec lui et guidé par ses repères, ses errances et les images qui ont nourri son appétit de cinéma. On s'engage dans cette ville comme un studio à ciel ouvert. D'ailleurs, c'est assez chouette parce qu'à un moment, on est avec lui dans le taxi et il nous dit « Ah oui, alors là, c'est telle scène qui a été tournée. » Et c'est vrai qu'on voit, du coup, en fait, le documentaire est très bien fait parce qu'on voit la scène, en fait, dans le film fiction, ouais, et qu'on peut voir, en fait, avec lui dans la réalité. Donc, ouais, c'est vrai que ça a une dimension assez féerique. Tout à fait. Il y a la fameuse scène mythique de Taxi Driver avec Jodie Foster devant l'immeuble. Il parle du Parrain, bien sûr, de Woody Allen, de Robert De Niro, qui ont construit son cheminement comme réalisateur, Francis Ford Coppola. Vraiment le cinéma américain comme on l'aime, comme j'aime en tout cas. Il renoue aussi avec ses souvenirs, il revoit les images des films qui l'ont marqué, et il fait des rencontres, notamment avec un pianiste et un compositeur de musique de film, Brad Medlow, ou encore Jacques Garfen, qui est réalisateur et aussi professeur à l'Actors Studio. C'est une scène qui est très très émouvante. Et puis avec un acteur, Griffin Dunne, on se rappelle de After Hours. Et je te coupe, oui, pardon, alors, mais c'est là aussi où on voit que les rencontres aussi sont quand même super importante. Ouais. Et l'union des compétences et des sensibilités, en fait, permet, en fait, d'aller toujours beaucoup plus loin dans ce qu'on peut créer. Et ouais, ça, je trouve ça génial parce qu'Yvan Attal, il le défend énormément. Et justement, quand tu parlais du musicien, à un moment, ils ont un échange justement là-dessus où le musicien il disait je voyais pas trop où il voulait aller, et en fait ça l'a déplacé, même ça l'a fait évoluer dans sa manière de faire de la musique. Ouais, ils avaient pas la même vision. Et Yvan Attal aussi, c'est pareil, c'est-à-dire moi j'ai trouvé ça super beau justement ce moment-là pour ça, c'est-à-dire se dire que en fait les uns et les autres, quand on est ensemble et quand on aussi, parce qu'il parle aussi de la confiance, c'est-à-dire il y a quand même aussi cette notion de confiance où on laisse la place à l'autre quand même. Bien sûr, ouais. L'ego parfois peut être voilà. Et puis aussi comme quoi les arts aussi sont complémentaires, la photographie, parce que Claude Berry notamment joue un rôle important dans sa vie. Claude Berry qui était réalisateur et producteur et qui était passionné de photographie, et il construisait souvent ses films à partir de photos qu'il achetait dans des galeries, notamment à New York. Et puis un échange qui m'a fait bien rire aussi, c'est avec sa compagne Charlotte Gainsbourg. Ah oui. Voilà. Donc le fait qu'il la filme et que c'est parfois problématique, voilà, parce que il en demande énormément à sa compagne, plus que si c'était un réalisateur lambda.
Voilà. Donc voilà, c'est et ce qu'il a dit aussi qui m'a interpellée, c'est qu'il y a dans le cinéma une vérité qui se dégage du documentaire. Voilà, c'est comme quoi les deux cinémas se rejoignent. Ouais. Je suis en train de réfléchir. Comment tu l'as ressenti, ça, la vérité qui se dégage du documentaire? Et ben dans tout film fiction, il y a quelque chose qui est par des plans, par des images qui sont limites entre fiction. Qu'est-ce qui relève de la fiction, qu'est-ce qui relève du documentaire? Voilà. Là, on pourrait presque parler des étoiles maintenant, mais on va pas parler des étoiles maintenant. On va parler avec Patrick. De la face cachée de Google. Donc ça, c'est un documentaire que tu as bien aimé, Patrick? Oui, tout à fait. C'est mon choix, quoi, mon coup de cœur. Donc il a été réalisé, je crois, en 95 par Sophie Roland. D'accord. Voilà, donc c'est une enquête sur ce fameux moteur de recherche que tout le monde connaît et qui est devenu incontournable au fil des années, quoi. C'est vraiment Google. D'ailleurs. Bah oui. C'est presque devenu moi, quand j'ai plus verbe, Google, je suis perdu. Voilà. Donc, c'est édifiant parce que Google, c'est au quotidien qu'il gère un petit peu nos vies, via il y a toute une galaxie en fait de services, Gmail, Google Maps, YouTube, entre autres. Est-ce qu'il peut nous emmener où il veut? Est-ce que Google peut nous emmener où il veut? En fait, ces services, finalement, on se rend compte que c'est comme une toile d'araignée. Tout est lié, quoi. Et ils collectent des données. Du coup, les publicités sont ciblées. Tout est fait en sorte pour cadenasser, en fait, quelque part, l'information, les services. Voilà. Donc, nous emmener où on veut. Disons que on est fortement influencé actuellement et il n'y a pas tellement d'autres alternatives. Bon, en même temps, on est toujours influencé dans la vie partout et par tous, non? Je trouve, j'ai toujours, en fait, je me demande toujours, je trouve toujours qu'on a trop peur d'être influencé ou d'être sous influence, mais alors après, les moyens sont peut-être différents. Après, influencer, ça peut être bien effectivement, mais le souci, c'est quand l'entreprise commence à collecter des tas d'informations. Et qu'elle commence à savoir beaucoup de choses sur nous sans que l'on maîtrise tout. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on est forcément des victimes? Ah, voilà. Ça, consentante ou non. Voilà. Non, mais après, on a quand même aussi peut-être un libre arbitre ou aussi un jugement, une manière aussi de... Oui, le fait d'être ici, déjà, c'est qu'on a une sorte de libre arbitre, heureusement. Prendre un petit peu de hauteur sur toutes ces choses, mais quoi qu'il en soit... Et alors, est-ce que tu sais, Patrick, pourquoi Sophie Roland a voulu faire ce film? Enfin, qu'est-ce qui l'a amené à faire ce film? En gros, je pense que l'idée principale, c'est qu'elle voulait en gros nous dire que Google sait beaucoup de choses sur nous, et que l'inverse n'est pas là, quoi. Donc c'est un message, en fait, oui. C'était une sonnette d'alarme qu'elle voulait, voulait tirer. Parce qu'il y a beaucoup de... c'est plus que des bruits qui courent. On sait très bien qu'il y a des violations de la vie privée, comme l'évasion fiscale, en particulier en Irlande, où il y a tout un montage financier qui est fait pour payer le moins d'impôts possible. Voilà. Et puis, ne parlons pas de tous les employés stressés par l'entreprise, quoi. Parce que là, il y a encore tout un système qui a été mis en place qui est assez particulier. Tu vas me faire déprimer. Bon, en fait, oui, comment bien commencer la journée et la semaine, chers auditeurs. Écoutons. Non, mais il y a plein de points, effectivement, au niveau de l'information, de tout ce qu'on peut bénéficier actuellement, qui sont vraiment très très pratiques, on va dire. Mais faut peut-être pas oublier, c'est la face cachée, quoi. Voilà. Pour bien son nom. Non, mais c'est vrai que de toute façon, c'est toujours bien de savoir les choses, même si on sait pas tout, et de ne pas faire l'autruche, d'être pas dans le déni, en tout cas. Ça, c'est quand même important. C'est quand même important. Et c'est vrai que la réalisatrice, donc, elle s'est rendue en Californie, carrément, où elle a pu interroger les employés, etc. Et elle a mené, en fait, toute une enquête. Toute une enquête, voilà, à Mountain View. C'est un peu aussi ça, le documentaire. Ça peut être finalement un chemin qu'on va suivre
avec peut-être un point de départ qui nous intéresse, et puis petit à petit, à force de vouloir nourrir notre documentaire, finalement, on va aller de recherche oui, des fois, ou de surprise on arrive sur des choses qu'on n'avait pas prévues au départ, c'est ça. Et on prend d'autres chemins, oui. Et puis après, il y a tout le côté, la façon dont c'est filmé, quoi, l'esthétique des films, les plans, etc. Quoi, Alors toi, tu as été sensible à ça aussi, à l'esthétique? Un petit peu sur ce film, oui. C'est pas celui qui bénéficie le plus on va dire, d'une... Oui, parce qu'il est plus informatif, c'est quand même particulier, mais il y a quand même des plans, des choses qui sont pas innocentes dans tous les tournages d'ailleurs. Très bien. Le dernier coup de cœur, donc Laure, c'est Zétoile. Oui, Zétoile, vraiment un coup de cœur réalisé par Gilles Elie Di-Kozac en 2008. Donc la raison de mon choix, en fait, c'est parti dans une de tes émissions, Anne, voilà, parce que tu avais reçu Grégory Bucher, qui est un écrivain qu'on a reçu à la bibliothèque avec la rencontre de la Facim. À ce moment-là, on avait évoqué le film documentaire et tu nous avais parlé de Zétoile et Grégory l'avait vu, il l'avait adoré. Donc ça a suscité d'autant plus ma curiosité. Donc je me suis empressée de demander à Patrick de l'acheter pour la bibliothèque et voilà, je l'ai regardé. Alors qu'est-ce que c'est Zétoile? C'est l'histoire improbable d'un personnage qui a réellement existé, qui s'appelait Robert Saint-Rose. Robert Saint-Rose est martiniquais et nous sommes dans ce documentaire en 1974. Son rêve, c'est construire sa propre fusée afin d'être le premier Antillais à voler dans l'espace. Ça promet, déjà. Donc le cinéaste Gilles Elie Di-Kozac est aussi d'origine martiniquaise. Il s'appuie sur des entrevues très sérieuses, des films d'archives en Super 8. Il va interroger différentes personnes, son frère, ses amis, son ex-petit ami aussi qu'il retrouve, et des intellectuels aussi comme Patrick Chamoiseau. Et on se pose même à un moment donné la question, est-ce qu'il a vraiment existé ce personnage? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la réalité, de la fiction? On sait pas trop. C'est ce qui fait, moi je trouve, c'est ce qui fait que ce documentaire est super intéressant et captivant. Tout à fait. Parce qu'on est vraiment toujours à la frontière, sur le fil de la réalité et de la fiction. Ouais. Et il se met à construire cette fusée à partir de débris de voitures. Et on dit, mais comment il va la faire décoller? Toutes ces questions. Et là, on passe dans une autre dimension, complètement. Et il pense qu'il va faire décoller son engin avec la poésie, la puissance poétique des livres d'Aimé Césaire. Donc en récitant, en fait, des vers... Des textes d'Aimé Césaire qui vont lui donner cette puissance assez forte pour faire décoller sa fusée. Donc voilà, est-ce que vous y croyez, vous, Patrick? Non, mais c'est beau. C'est l'intérêt du documentaire, c'est le rêve. Alors, est-ce que c'est le portrait d'un illuminé? Eh ben non, ça va au-delà. Et là, je pense que c'est une véritable réflexion profonde sur la société antillaise. Et notamment, le réalisateur explique qu'il voulait rendre hommage à l'inventivité créole. Et il pense que ce personnage symbolise surtout les attentes et les espoirs déçus du peuple antillais. Voilà, j'en dirai pas plus. J'espère que on recevra ce réalisateur dans les prochains mois du film documentaire, parce que ce film, ou sur un autre film, en tout cas, c'est un projet pour la bibliothèque de faire sa connaissance. Mais ça serait une très bonne idée, en tout cas, je trouve. C'est sur les 3 documentaires que vous avez présentés, donc ils sont disponibles donc à la bibliothèque. Il y a besoin de réserver. Comment ça se passe, les documentaires? On peut en prendre combien? Comment ça? Je sais pas, Patrick, peut-être nous parler un peu aussi du... C'est comme les livres. Quand vous êtes abonné chez nous, vous pouvez sortir jusqu'à 10 documents. Donc 10 DVD, 10 DVD, 10 livres, 10 revues, vous panachez comme vous le souhaitez. Donc c'est exactement pareil qu'un livre, finalement. On peut aussi réserver. Alors vous pouvez aussi, pour ceux qui veulent se procurer le DVD 2 étoiles, vous pouvez le faire aussi directement sur son site lamaisongarage.fr. Et pour le film La Décision, vous avez aussi un lien VOD. Et également, vous pouvez le commander sur le site Tangente Distribution. On va marquer une dernière pause musicale avant d'écouter le témoignage d'Éric Samper sur son aventure de réalisateur de documentaires. 92.1, c'est la fréquence de Radio Grand Lac.
Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Vous êtes toujours, ou nous sommes toujours en direct dans l'émission L'épicerie culturelle du territoire, avec moi Laure Mouchetan, Patrick Vialette et Éric Sampère. Alors pour cette dernière partie d'émission, je me tourne vers toi Éric. Alors tu es, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, je vais rappeler brièvement que tu es photographe, reporter, réalisateur aussi de films documentaires. Tu as récemment réalisé un très très beau reportage photo du Marathon des Sables au Maroc pour l'équipe, mais ça fera l'objet d'une autre émission, parce que je crois que ça a été très riche. Tu as fait des rencontres aussi très intéressantes, tu nous raconteras plus tard, mais là aujourd'hui tu es plus là pour parler de ton expérience de réalisateur de documentaire. Alors je sais que tu as participé à des programmes pour Ushuaïa, Fondation Yves Rocher. Est-ce que tu peux développer ou nous raconter, nous faire part de ton activité et finalement de cette aventure, parce que c'est aussi une aventure. Tout à fait. Mais en fait, moi à la base, je suis photographe, journaliste, reporter, et c'est un cheminement logique quand on aime raconter des histoires, de passer un petit peu, je dirais, derrière la caméra, parce qu'on a plus de possibilités d'échanger et puis de montrer des choses et de raconter des histoires. Il y a nombre de photographes qui ont l'aspérité de passer sur ce modèle de film, de documentaire, parce qu'on peut aller plus avant, plus faire parler les gens. Un reportage photo, ça se construit éventuellement en images où on doit tout rassembler dans une image et raconter avec différentes images une histoire. Mais là, je dirais, c'est un cheminement complètement logique et qui donne à aller plus avant. On peut aussi sûrement dire les mêmes choses de manière différente. C'est-à-dire qu'une image peut dire tout comme un film, non ? Oui, mais c'est un peu, je dirais, comme la radio. C'est-à-dire, c'est une voix aussi, voilà. Parce qu'en photo, on n'a pas ça. Mais dans le documentaire, dans le côté interview, dans le côté on a de l'échange, il y a plus de choses qui passent. Et puis moi, j'ai surtout commencé, je dirais, par l'aspect journalistique, entre guillemets, notamment des programmes que j'ai co-réalisés à l'époque pour Ushuaïa. Donc c'était des idées de reportage, mais qui se sont couplées avec des réalisations de petits films. Je peux vous donner un exemple, par exemple, un programme sur des planteurs qui vont chercher des arbres, couper des arbres dans un lac au Laos, parce que c'est du bois de rose, c'est une forêt immergée, donc on a construit un reportage autour de ça et raconté cette histoire, par exemple. Voilà. Alors, je te coupe parce que Gilles Elie-Cossack, donc réalisateur de documentaires, en fait, m'avait repris une fois en disant non, là tu parles de reportage, c'est-à-dire que lui il fait la différence, il faisait la différence, très bien la différence d'ailleurs entre le documentaire et le reportage. Est-ce que toi tu vois En fait, le documentaire c'est très large, on en a un peu parlé, c'est aussi bien, ça peut tourner autour de la musique, ça peut être des enquêtes, ça peut être moi je me positionne plus dans l'évasion, dans le voyage, dans la découverte de territoires, de gens, d'activités. C'est aussi un axe différent. C'est ça la force du documentaire sous toutes ses formes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modules. Vous avez des 10 minutes, vous avez des 26 minutes, les grands formats qui sont des 52 minutes. C'est pas forcément, je dirais, les documentaires qui sont longs, qui sont les plus durs à faire. En fait, à 26 minutes... Il faut être précis, voilà. Il faut tout rassembler en... C'est comme les nouvelles, quand on parle des livres et des nouvelles. Tous les écrivains, en fait, et même les éditeurs sont d'accord pour dire qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué d'écrire une nouvelle que d'écrire un livre. Tout à fait, oui. Et en fait, le schéma, c'est lorsqu'on a... Voilà comment ça se passe. On a une idée... il faut travailler en corrélation avec une boîte de production. Cette boîte de production, en l'occurrence Galaxy Press avec
laquelle je travaille à Paris. J'ai travaillé avec Bonne Pioche aussi, qui est une agence, je dirais, qui a fait des trucs magnifiques. C'est eux, par exemple, qui sont à l'origine de Rendez-vous à terrain inconnu, J'irai dormir chez vous, etc. c'est des super programmes. Voilà. Et on a fait des choses ensemble. On a une idée, on construit l'idée. Cette boîte de production a, je dirais, le réseau avec toutes les chaînes et va voir, suivant un petit peu le module, les chaînes, et après l'accord est, parce qu'il faut un financement derrière, hein, ça coûte relativement cher. Il y a le montage, il y a souvent la création de musique, souvent. En plus, moi, je pars avec des petites équipes. Hein, c'est pas des grosses, c'est des productions, je dirais entre guillemets journalistiques. Il y a un preneur de son, il y a un caméraman. Moi, je filme un peu aussi. Et on va assez léger parce que, donc en l'occurrence là, il y a un projet avec Galaxy Press, avec quelqu'un qui est dans le territoire. Donc ça va se concrétiser au printemps. Tu peux nous en parler de ce Oui, tout à ce fait. projet ? Oui. En fait, c'est quelqu'un ici qui s'appelle qui a une société qui s'appelle Inata et qui est installée au Bourget du Lac. Donc c'est juste à côté de chez nous. Et puis En face. En face, oui. Et puis je sais pas, moi je l'ai rencontré et cette personne travaille l'alpaga, donc qui est quand même un truc magnifique, enfin, un produit d'exception. Et il crée notamment des tapis, par exemple pour Stark, pour les grands hôtels, des pièces uniques, des designers, etc. Mais bon, ça c'est une partie du reportage, du film. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a entretenu une relation très étroite avec les éleveurs, qui sont des communautés installées au Pérou. Voilà, il faut que je le dise, quand même, c'est au Pérou. Et l'idée, c'est qu'il est complètement installé dans le développement durable. Par exemple, il ne travaille que des fibres naturelles. Donc, il y a à peu près 18 teintes. Donc, l'idée, c'est qu'on parte ensemble avec un caméraman et on va passer peut-être 3 semaines, un mois, jusqu'à 4000, parce qu'il faut aussi avoir l'accès à ces communautés qui sont relativement fermées. On va habiter dans des maisons complètement en pierre, il peut faire moins 15. Et puis le matin, vous vous réveillez, il y a un troupeau de 2000 alpagas sous les brumes. Donc en même temps, l'idée, c'est de montrer la relation qu'il a établie entre ses éleveurs, la relation avec le produit, parce qu'il respecte le produit, et puis surtout, il travaille, il fait des trucs d'exception. Par exemple, il y a une couleur qui était, je dirais, entre guillemets, très peu utilisée, c'est le noir. Donc lui, il a une communauté qui l'encourage à justement à élever ces alpagas noirs, qu'il achète plus cher. Et comme ça, il a un produit. Donc l'idée, c'est de montrer un petit peu aussi le cheminement de ce gars. Il y a une dimension paysage, il y a une dimension sur la découverte de l'animal, mais on a aussi la relation qu'il a établie. Il y a une fête aussi où il faudra aller à l'alpaga. Donc ça, on est plus dans l'esprit film découverte, mais aussi à travers un homme, Clément Naudy en l'occurrence. Voilà. Alors, ce qui est aussi, je parlais d'aventure tout à l'heure dans le fait de réaliser un documentaire. Donc, effectivement, vous allez recueillir des informations, des images, mais aussi pour vous. C'est-à-dire que finalement, Éric Semper, vous allez vous retrouver immergé quand même pendant 3 semaines, un mois, je ne sais plus ce que vous m'avez dit. Oui, vous avez ces alentours, voilà. Oui. Tout dépendra donc c'est aussi une aventure de vie assez forte. Ben oui, on est complètement plongé et on vit avec ces gens. Donc forcément, c'est le charme aussi, je dirais, de ce métier de photographe et de vidéaste. C'est à chaque fois on revient enrichi d'une histoire. Et ce qui est génial aussi, c'est que lorsqu'on rentre, on digère un petit peu, mais il y a une partie extrêmement sympathique, c'est tout ce qui est montage aussi, où on a récolté plein d'images, mais je dirais il faut se placer en tant que spectateur et avoir un œil un peu plus extérieur pour raconter une histoire et que tout le monde y prenne un plaisir de découverte et d'ouverture vers l'autre. On parle souvent de création documentaire. Votre regard vous avez le regard de photographe, là un autre regard, celui de cinéaste. Est-ce qu'ils diffèrent Comment ils se rejoignent tous les deux quand vous réalisez ce documentaire? Je pense qu'aussi on a quand on est photographe, on a
je dirais, des atouts dans la construction, dans l'image, dans le cadrage, et puis la dimension, encore une fois, que je trouve essentielle, c'est que là, on raconte des choses, quoi. On est plus dans le contact, dans le relationnel, et rien ne remplace des regards. Moi, il y a des fois, je regarde des vidéos et je dirais c'est prenant, ça donne une plus forte impact. C'est ce qui change, c'est comme disait Gilles tout à l'heure, c'est ce qui diffère du reportage et voilà du documentaire vraiment de création. Et en plus maintenant, je dirais, si on peut aborder l'aspect un peu technique, c'est devenu extrêmement facile. Vous avez maintenant des appareils photo. En l'occurrence, moi j'ai fait plein de choses avec qui sont maintenant d'une qualité extraordinaire. Vous filmez en 4K, vous filmez et c'est très petit et c'est des choses. On va plus comme au cinéma. Je dirais même au cinéma c'est pareil. C'est plus les grosses caméras qui font. Enfin, si, il y a encore des gens qui travaillent comme ça, mais qui font 15 kilos. Là, on a une facilité de travail avec un appareil photo. Vous faites de la haute définition. C'est à la portée de tout le monde. Tout à fait, ouais. C'est à la portée de tout le monde. Alors après aussi, parfois, ça demande un peu de courage, parce que là, je pense directement aux documentaires qui sont réalisés dans des pays à risque, en guerre, ou dans des endroits où faut quand même aller les chercher, ces images. Je prends l'exemple d'une amie photographe qui s'appelle Véronique de Vigerie, là, qui a réalisé dernièrement un documentaire extraordinaire sur les talibans. Elle était encore en Afghanistan à peu près 15 jours, peut-être un peu aux alentours de 15 jours avant que Kaboul soit définitivement fermé. Donc ce documentaire, par exemple, est passé sur Canal+. C'est avant tout une photographe, mais elle s'est entourée d'un caméraman et elle a fait un documentaire extraordinaire juste avant. Donc en fait, il y avait des risques, parce que c'était... Mais bon, le réseau, elle avait un fixeur, c'est-à-dire des gens qui vous introduisent. C'est tout un travail en amont, parce qu'on va pas comme ça, on se pointe pas avec une caméra chez les gens. Il faut organiser. En l'occurrence là, c'était en état de guerre. Mais je sais pas si vous l'avez vu ce documentaire, mais ça, c'est une ouverture, je dirais, d'esprit. Vous pouvez rappeler le nom, Eric ? Je me souviens plus du titre exact. Bon. Alors on se renseignera et en tout cas on le mettra sur la page. On mettra le lien sur la page de l'épicerie culturelle du territoire et sur Radio Grand Lac. Est-ce que vous, Eric, peut-être pour conclure, je vois l'heure, il est déjà 57, ça va très vite. Ouais. J'ai cette question aussi. Est-ce que vous êtes retrouvé dans une situation? T'as vu, je te vous vois, parce que là, donc, du coup, tu m'impressionnes et je suis passée du tu au vous. Donc, je reste sur le vous parce que je suis quand même impressionnée. Est-ce que tu t'es retrouvé dans une situation à filmer où tu te sentais pas en sécurité et ça te demandait quand même un certain courage pour y aller? Non, j'irai pas jusque là. Non. On n'est pas dans la dimension, je dirais entre guillemets. C'est un peu synthétique, taliban. Moi, c'est plus du magazine, voilà. C'est plus du. Je pars avec des gens, c'est préparé à l'avance. On n'est pas dans des univers dangereux. Bon, et en tout cas, on remercie pour ceux qui y vont et qui nous rapportent quand même des beaux films, des belles images et des informations aussi. Qui sont importantes aussi à connaître, de la même manière qu'on parlait, Patrick, tout à l'heure de Google, avec cette manière aussi d'accueillir ces informations et de n'être pas dans le déni. De la même manière, c'est aussi important d'ouvrir les yeux sur le monde avec ce qui se passe et d'être pas de rester uniquement dans notre petite bulle. Dans notre petite bulle, exactement. Prends le micro, Eric. Les documentaires... Patrick, pardon. Je pense qu'on va plus loin. On sort un petit peu de tout ce qui est des fois, on va dire entre guillemets, politiquement correct pour aller chercher une autre information, quoi. Voilà. C'est intéressant. Et je pense que on serait peut-être intéressé par monsieur là, pour nos futurs événements à la bibliothèque. Alors, en tant qu'intervenant post-débat ou éventuellement, je ne sais pas si vous avez un documentaire à nous
Alors, proposer. peut-être qu'on va pas en parler à l'antenne. Voilà. On en parlera Une ensuite. autre fois, ouais. Mais même tout de suite après, ça sera possible. Je vois qu'il est 13h59, donc je vous dis un grand merci à vous, chers auditeurs, de vous avoir suivis. J'ai un petit problème de langage parfois. Merci à vous aussi, Laure, Patrick et Eric, d'avoir participé. Merci aussi à Rosemary. Je rappelle la projection au Victoria de la décision a lieu à 20h mercredi 17, c'est ça, Laure ? C'est ça, au cinéma Victoria, que nous remercions, parce que c'est un cinéma qui diffuse encore ce genre de film. Oui. Donc en présence de la réalisatrice Rosemary Loisy et de sa sœur. Également, vous pouvez commander, vous pouvez bien sûr regarder les DVD, les documentaires, allez-y et intéressez-vous-y peut-être un peu plus même, parce que je trouve qu'il y a tellement de très belles choses dans tous ces documentaires. Donc n'hésitez pas, fréquentez les bibliothèques, lisez des livres bien sûr, mais aussi regardez des documentaires et des films fiction. Et je rappelle aussi, donc si vous voulez vous procurer en tout cas le DVD Étoiles, c'est lamaisongarage.fr, et le film La Décision, c'est Tangente Distribution. Merci à chacun d'entre vous d'avoir écouté et participé à cette émission. Vous retrouvez le podcast sous 8 jours, c'est ça, Jean-Pierre ? Merci aussi, Jean-Pierre, à toi pour le soutien à la technique. On se retrouve lundi dans 15 jours avec un autre sujet, de nouveaux invités pour une nouvelle émission.